Alors vous êtes bel et bien sur le plateau du débat de l'émission 100% Info. Aujourd'hui, nous mettons la femme au cœur de ces échanges. La population résidente du Burkina Faso est estimée en 2019 à 20 487 976 habitants. Elle est composée de 51,7% de femmes et de 48,3% d'hommes. Et si l'on en croit les chiffres, les femmes sont donc majoritaires. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité dans ce pays. C'est aussi la couche la plus affectée par les affres terroristes, il faut le signaler. En effet, à la date du 31 octobre 2022, on note plus de 1 700 000 personnes déplacées internes, dont 22,90% de femmes et 16,76% d'hommes. On parle de l'implication des femmes au retour de la paix et de la sécurité au Burkina, ainsi que leur engagement en politique avec deux leaders. À ma droite, je reçois Zenabou Zongo, elle est présidente de l'association OAF, coordonnatrice adjointe des associations en droit et civisme de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, madame. On dit également bonsoir à Gifty Nar Guiela, qui est présidente de référence et elle représente le cadre d'initiative des coalitions et organisations féminines. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, cette émission, elle a été suscitée par les propos très critiqués du chef du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale le 19 novembre dernier à l'Assemblée nationale. On écoute cette réaction du chef du gouvernement avant de procéder aux analyses. Mais ce problème est réglé dans mon programme. Puisque nous prévoyons le programme est inclusif. Est-ce que vous avez vu? Il prévoit d'insérer tout le monde. Et même, quand vous prenez les comités locaux de veille et de développement que nous allons mettre en place, chacun aura sa place. Chacun aura sa place. Donc, parler de femmes ou bien d'enfants, etc., ça devient maintenant toutes les choses. Du pléonasme. Chacun aura sa place. La place qu'il aurait méritée. J'ai saisi l'occasion d'ailleurs pour dire une chose. Mais moi, je suis d'accord pour la politique du genre. Mais il faut que les femmes aussi méritent leur place. Il faut qu'ils acceptent aussi le combat. Je suis dans plusieurs associations, etc. Parfois, nous essayons de mettre des femmes même dans les bureaux, on ne trouve pas. Ah oui. Parfois, nous cherchons même, pour une question de genre, des volontaires femmes, pour insérer dans nos bureaux, on ne trouve pas. Et vous allez être là chaque fois à crier que problème genre. Mais il faut mériter. Eh oui. Alors, la question, elle est à Gifty Nar. Comment est-ce que vous avez apprécié ces propos du chef du gouvernement? Ok, merci. Est-ce que vous êtes senti frustré, humilié? Merci beaucoup, Vanessa, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur les propos du Premier ministre, de Monsieur le Premier ministre, après la lettre ouverte que nous lui avons adressée. Effectivement, ces propos nous ont d'abord surprises dans ce sens que, pour nous, l'autorité qu'il représente est suffisamment conscient des efforts que les femmes abattent chaque jour sur le terrain et nous sommes surprises qu'à ce niveau de responsabilité, le Premier ministre ait exprimé ces propos-là. Et également surprise parce qu'il est inspiré par les idéaux sankaristes. Et Sankara est celui qui a magnifié la femme, qui a loué ses compétences, ses mérites et porté ses défis. Et donc, nous étions d'autant plus surprises parce qu'il incarne les valeurs de feu Thomas Sankara. Et nous nous sommes sentis un peu blessés comme
des personnes qui ne voient pas reconnaître leurs efforts sur le terrain. Et nous avons senti monter aussi la colère chez certaines concitoyennes. Donc c'était un mix de sentiments qui nous a animés et qui a prévalu à ce que nous puissions exprimer ces sentiments-là. Voilà. Est-ce que vous faites partie de celles également qui ont été indignées en entendant de tels propos? Ben, quand j'ai écouté, je me suis dit, ça dépend de la manière que le Premier ministre voit les choses. Et ben, il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que notre culture même favorise la femme? Est-ce que la société même favorise la femme? Donc, et ça dépend si c'est côté technique que lui il voit. Et il peut dire ça si c'est pas les chiffres. Et moi, je pense que sur le terrain, il y a un travail qui est abattu par des femmes. Oui. Mais techniquement, ou quelle qu'en soit la manière, un chef du gouvernement qui dit de tels propos, vous, en tant que femme, qui vous investissez énormément dans le domaine humanitaire, entendre cela, c'est assez blessant tout de même. Oui, c'est un choc, comme elle vient de le dire, c'est un choc. En tant que femme leader, et je suis activiste sociale, comme vous venez de dire, je suis dans l'humanitaire, je suis présidente d'association, je suis dans d'autres associations, comme vous venez de dire tout à l'heure aussi, je suis coordonnatrice adjointe des associations de droits et services. Donc moi je pense que pour une femme, tout ça, c'est un engagement. Et il y a le prix à payer aussi, quand on s'engage comme ça, il y a le prix à payer. Donc en tant que le Premier ministre, je pense qu'il fallait prendre tous ces facteurs en compte avant de parler. Alors pour situer le contexte justement, puisque nous nous sommes renseignés, c'est à la suite de la question de la députée Bénédicte Baïlou qui demandait les mécanismes et actions mises en œuvre par le gouvernement par rapport aux résolutions 1325 et les suivantes et la 2250. C'est donc la question qui a été adressée au chef du gouvernement et la réponse à cette question était tout autre. C'est ce qu'on vient de suivre, fidèles téléspectateurs. Il semble que selon certaines explications qu'on a également reçues, le chef du gouvernement s'est un tout petit peu mélangé dans les documents qu'il a reçus des techniciens des différents ministères pour justement étayer les différentes questions qui lui ont été soumises. Mais cela n'enlève rien, Gifty Nar, à la portée des propos qu'il a tenus. Peut-être que c'est une opinion que certains hommes se font de la femme. Et nous pensons que c'est un symbole. Lorsqu'il est passé à côté de la question qui lui a été posée, on se dit qu'il avait un certain nombre de perception, et qu'il a exprimé de façon spontanée, moi je dirais, et quitte à passer à côté de la question qui lui a été posée. Et nous nous sommes renseignés aussi auprès des techniciens du ministère, parce que le ministère du genre et de l'action humanitaire, parce que c'est notre ministère, et nous avons vu également les réponses qui avaient été préparées par le ministère. Et je vous avoue, ces réponses répondaient à la question qui était posée par l'honorable Baïlou. Donc, nous, on se dit, le Premier ministre a exprimé de façon spontanée ce que certains hommes pensent de la situation de la femme. Alors, nous allons y revenir de manière plus détaillée. Parlons de la lettre ouverte qui en date du 21 novembre 2022, dans laquelle vous déplorez, vous indignez face à ces propos qui ont été tenus. Des infos font cas de la réticence de certaines structures à signer la lettre. Est-ce que c'est exact? Alors, moi je dirais... Ils ne sont pas totalement en phase avec... ce qui est dit, puisque vous avez reçu des explications du contexte dans lequel ces propos ont été tenus. Ok. Personnellement, je n'ai pas eu connaissance d'organisations qui seraient réticentes à signer cette lettre. Alors, peut-être pour clarifier, la lettre est signée par un certain nombre d'organisations.
Et le temps était court pour nous parce que, comme je vous le disais, la colère montait et il y avait des partisans de l'action forte sur le terrain, de descendre dans la rue pour exprimer notre mécontentement. Et vous avez vu que dans le Roué, le mouvement a commencé quand les femmes se sont rendues vraiment de façon spontanée au gouvernorat pour exprimer cette colère qui montait. Et on avait ce risque-là que le mouvement se répande dans les 12 autres régions. C'est cette dynamique qui était en cours. Et en tant que femmes, nous sommes des médiatrices de paix, nous connaissons la situation dans laquelle est notre pays. Nous avons essayé d'apaiser en disant non, ce n'est pas le moment de jeter l'huile sur le feu parce que le pays est dans un contexte social et sécuritaire difficile et ce n'est pas à nous d'envenimer le climat social. Et donc le plus petit dénominateur commun que nous avons trouvé, c'était d'écrire cette lettre pour exprimer ce sentiment que nous avions. Alors, au contraire, il y a beaucoup d'organisations qui se sont plaintes de n'avoir pas eu le temps de signer la lettre. Ça, c'est clairement des échos qui me sont parvenus et même des organisations féminines qui nous ont appelés. Et quand on a expliqué l'urgence voilà, de l'initiative, elles ont compris et elles disent qu'elles entrent en jeu pour la suite du processus. Voilà. Parlant de suite du processus, est-ce qu'il y a une suite à cette date? Alors, si vous lisez bien la lettre, c'est une lettre qui a en même temps une main tendue. Une main tendue à notre Premier ministre. Et on lui attribue des circonstances peut-être atténuantes en nous disant peut-être qu'il n'est pas suffisamment au courant de ce qui se fait sur le terrain. Alors, parce que aussi, ce que nous faisons, nous médiatisons peu. On parle du phénomène d'invisibilisation de l'apport des femmes. Parce que nous sommes tellement engagés sur le terrain, le nez dans le feu de l'action, nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Et donc, nous avons tendu la main à Monsieur le Premier ministre en lui disant « Nous sommes disposés à venir dialoguer avec vous et à vous présenter toute la portée de ce que nous faisons et l'impact que nous générons sur le terrain. » Et donc, nous sommes dans cette posture d'attente. Disons que le Premier ministre est quelqu'un, c'est une personnalité qui aime le débat, qui est direct, et je pense qu'il ne va pas rater ce virage du rendez-vous avec nous. Est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien du ministère à la démarche? Le ministère de... Le ministère du genre. Du genre. Est-ce qu'il y a une disposition à soutenir cette démarche? Alors, notre ministère est disposé à soutenir ce dialogue-là, parce que son rôle également, c'est de promouvoir tout ce qui se fait sur le terrain, et je peux vous assurer que nous avons l'accompagnement du ministère pour engager ce processus d'échange avec notre Premier ministre. Alors, Zainabou Zongo, trouvez-vous que le chef du gouvernement doit rapidement rectifier le tir? Oui, exactement, parce que cette lettre est la bienvenue et cette lettre permettra au gouvernement d'apprécier l'engagement des femmes à sa juste valeur. Et chez moi, il faut que le gouvernement se penche sur ce côté et rectifier, essayer de comprendre, de vraiment soutenir. Comme elle vient de le dire, actuellement nous sommes dans une situation très très difficile. Donc il ne faut pas venir encore avec d'autres histoires à ajouter. Nous sommes déjà sur le terrain. Il faut soutenir les femmes. Voilà. Alors on va quitter la polémique et justement parler de la contribution de la femme pour ce qui est du secteur politique, mais également au retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Pour évoquer la question politique, on voit qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'insuffisances qui sont décriées. Le quota genre n'est jusque-là pas entièrement respecté. Sur les 23 ministres, il n'y a que 5 femmes pour ce qui est du gouvernement actuel. Et sur 71 députés, on est à une dizaine de femmes. Toujours nettement insuffisant à ce qui est défini par la loi. Selon vous, on est dans le domaine politique. Le blocage à quel niveau? Alors, le blocage est à plusieurs niveaux. Hein. Est-ce que les femmes ne méritent pas leur place? Est-ce qu'elles n'ont pas suffisamment fait leurs preuves?
Alors, donc, le blocage est à plusieurs niveaux parce que nous sommes dans un contexte socio-culturel où le pouvoir est masculin. Nous, les femmes, nous avons d'autres formes de pouvoir, mais qui ne sont pas les pouvoirs tels que la modernité le consacre. Et donc, ces pouvoirs sont du domaine, aujourd'hui, un domaine de prédilection des hommes. Et les instruments de ce pouvoir, de la conquête de ce pouvoir, ces instruments sont parfois hors de notre portée. Ces instruments, il y a aujourd'hui de plus en plus l'argent qui est mis en avant pour des campagnes. Nous, les femmes, si vous regardez les statistiques au niveau économique, nous ne sommes pas les plus nantis au point de pouvoir investir tant de ressources dans des campagnes. Nous avons la perception socio-culturelle qui veut que voilà, le pouvoir soit assuré par les hommes. Et pour qu'une femme puisse convaincre, elle doit investir doublement d'énergie, doublement de ressources. Nous avons la pratique de la politique dans nos contrées. La politique, il y a pas mal de stéréotypes liés à la politique. Et une femme qui s'engage en politique, déjà, elle doit braver beaucoup de choses. Voilà, déjà arriver à convaincre son époux, convaincre son entourage, être capable de s'imposer au milieu d'un espace qui est dominé par les hommes. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Donc nous sommes d'accord avec le constat qui est fait, que les femmes sont faiblement représentées. Mais est-ce à dire qu'elles n'ont pas le mérite? Est-ce à dire qu'elles n'ont pas les compétences? Nous pensons que les difficultés sont ailleurs. Et il appartient à l'État de créer les conditions d'une équité pour que nous soyons sur le même pied de départ pour la conquête du pouvoir. Pour revenir à ces propos tenus par le chef du gouvernement, il a pris l'exemple de structures associatives où souvent on veut nommer des femmes à des postes de responsabilité, mais on n'en trouve pas. Alors, Zainabou Zongo, la question du leadership féminin en politique, selon vous, qu'est-ce qui bloque? La preuve en est que nous avons des femmes leaders un peu partout dans toutes sortes de domaines, dans les différents domaines. C'est toujours insuffisant. Oui, oui. Il y a des femmes présidentes de partis politiques. J'essaie de vous citer ça pour vous dire combien de fois. Et les femmes sont leaders aussi un peu partout. Dans une centaine de partis. Les femmes, il n'y en a pas, elles ne valent pas 5. Oui, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui bloque? Il faut aller à la racine. Sinon, on va toujours tourner en rond. Qu'est-ce qui bloque? Elle vient de citer quelques-uns. Aujourd'hui, moi, je peux être députée. Mais qu'est-ce qui me bloque? C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est ce qu'il faut rectifier déjà à la racine. Que de parler, mais il faut aller sur le terrain, voir et donner le mérite à celles qui peuvent faire le travail. Déjà dans la société même, quand on met une femme devant, quand on vient, on dit « Ah, c'est une femme ». Mais est-ce que les femmes vont toujours continuer à s'asseoir pour attendre que les hommes débloquent justement ces blocages qui ont été cités là, pour qu'elles puissent accéder justement à la place qu'elles méritent? Nous travaillons, nous battons pour ça. Nous travaillons pour ça, on n'est pas assis. Mais les mentalités aussi doivent changer. Ça peut pas se faire du coup. Donc, sans le soutien même de la société, ça serait très difficile pour la femme. Allez-y. Oui, il y a un énorme travail qui se fait sur le terrain. Parce qu'on se dit, c'est déjà en nous que nous devons construire cette capacité à braver ces obstacles. Et elles sont nombreuses les organisations féminines qui travaillent sur le leadership des femmes pour renforcer leur confiance en elles, leur capacité donc à faire face à ces défis-là. Il y a aussi, je pense, des hommes, il ne faut pas qu'on l'occulte, hein, qui comprennent le combat que nous menons. Donc, nous disons, nous ne sommes pas dans un combat femme-homme. Non. Je pense que cette lecture du genre aussi a contribué à créer des résistances. Voilà. Nous disons que nous sommes faits hommes et femmes avec nos spécificités. Deux personnes ne peuvent n'être pareilles. On est différents, on est tous différents autant que nous sommes sur la Terre. Donc ce concept d'égalité mérite d'être
réexpliquer et réapproprier. Voilà. On a besoin d'égalité dans les conditions d'accès pour que nous puissions tous exprimer notre potentiel, avoir les ressources dont nous avons besoin pour exprimer notre potentiel. Mais nous disons que les femmes, elles sont dans ce combat depuis très longtemps. Comme elle a dit, ma sœur, les mentalités, c'est ce qui évolue le plus lentement. On dit également que la femme n'aime pas forcément la femme. On dit souvent que le blocage vient de ça. Voilà. Parce que les femmes sont souvent méchantes entre elles, entre griffes. Alors, moi, je pense que c'est une lecture un peu, je dirais, superficielle, si je peux me permettre le mot. Les femmes sont méchantes entre elles, c'est encore des stéréotypes, à mon avis. Parce que quand on vit ensemble, on a forcément des moments où on a des accrochages. Ce n'est pas ce qui nous empêche de vivre ensemble. La preuve, c'est que les organisations féminines sont les plus présentes sur le terrain. Les femmes sont celles qui ont le plus... Les femmes sont plus représentées au sein de la population. Oui, elles sont le plus à même de se réunir. Les femmes ont cette capacité à être ensemble. Si vous allez à un endroit, vous verrez, c'est une tendance naturelle des femmes à être ensemble. Et les coopératives de femmes, les groupements de femmes sur le terrain, elles dominent complètement par rapport aux coopératives. Si on n'arrivait pas à être ensemble... Certains politiques voient les femmes comme souvent des outils de mobilisation et non des leaders à part entière. Exactement. Donc, je veux dire que les femmes arrivent à être ensemble, à vivre ensemble. Et quand on est ensemble, les dents et la langue, ça se mord, mais c'est ensemble, on continue. Donc ça, c'est pas pour moi... l'argument qu'on va avancer pour dire que les femmes ne peuvent pas... Voilà, exactement. Et moi, je suis également pour qu'on se départisse du fait que je vote parce que c'est une femme. Je vote parce que c'est une femme. Non. On vote parce qu'on a des arguments en face, parce qu'on a des valeurs en face, parce qu'on a une... Voilà. On a la même vision. Donc, aussi, il faut faire la part des choses. On n'est pas, comme je le dis, dans un dualisme femme-homme, mais on se dit on bat pour qu'on ait les mêmes conditions pour aller dans la compétition. Alors, la présence de ces stéréotypes que vous avez évoqués, cela date depuis des décennies. À quel moment, justement, les femmes vont sortir de l'ombre de l'homme ? C'est la question qu'on se pose, parce que lorsqu'on évoque toujours cette question de la représentativité des femmes, il y a automatiquement ces préjugés, ces stéréotypes-là qui reviennent. Quand est-ce que justement on va rompre ce lien-là et progresser? Je parle des femmes, bien sûr. Allez-y. On essaie de sensibiliser nos sœurs. Les femmes ont peur de s'engager souvent. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est notre culture même qui ne permet pas cela à la femme. Donc, c'est la sensibilisation. Et il faut rassurer ces femmes-là. Nous aussi, on peut apporter un plus à notre pays et dire aux femmes de s'assumer. Dire à ces femmes-là que nous avons du potentiel. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes qu'on doit être derrière. Donc, nous aussi, on peut se mettre à l'avant. Donc, moi, je pense que c'est ce côté-là. Souvent, nous organisons des volets de sensibilisation, expliquer à ces femmes-là. Moi, je travaille beaucoup dans les périphériques avec les femmes dans les non-lotis, tout et tout. Et je prends l'exemple sur moi. Je dis, je suis une femme. Si moi, j'arrive à créer une association, tout et tout, et puis j'arrive à vous apporter mon soutien, pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas le faire entre vous? Donc, il faut la sensibilisation, changer aussi la mentalité côté des femmes aussi, de s'assumer. Pas changer la mentalité, c'est la contribution de tous, notamment celle des femmes, puisque ce sont des mères. Donc, elles ont ce devoir-là de transmettre cet héritage, ce changement de mentalité qu'elles évoquaient à leurs enfants, ce qui pourrait peut-être contribuer à perpétuer de nouvelles générations de femmes plus fortes. Pour moi, la clé, c'est l'éducation. La clé, c'est l'éducation. Et la preuve, c'est que il y a quelques années, quand vous preniez les statistiques, les petites filles étaient largement en arrière en termes de représentation dans les écoles, des effectifs, de scolarisation dans les écoles. Mais quand l'État a décidé, quand l'État a analysé les obstacles
à la scolarisation de la petite fille. Et quand les dispositions ont été prises, aujourd'hui, nous avons une égalité des petites filles et des garçons avec une légère tendance des filles au-dessus. Et quand vous voyez les résultats de fin d'année dans les écoles, mais les filles, elles sont brillantes. Absolument. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Le potentiel est là. Par l'éducation, nous allons pouvoir transformer ce regard que les filles ont vis-à-vis d'elles-mêmes. La sensibilisation aussi doit être portée par vous à ce niveau. Amener les femmes à forger la mentalité de leurs enfants, notamment les filles, afin qu'elles soient également de réels leaders qui s'affirment, qui ont leur mot à dire dans la société. Tout à fait. Et lorsque nous faisons ces formations pour les femmes, nous travaillons beaucoup sur les questions de l'éducation. Dans quelles conditions il faut éduquer les petites filles et les petits garçons, que ce sentiment peut-être d'infériorité ne soit pas cultivé déjà dès le bas âge. Et donc ça, c'est vraiment des clés, c'est les parents, mais c'est aussi le système éducatif. Donc il y a plusieurs facteurs que nous devons réunir, plusieurs leviers que nous devons actionner pour que ce processus soit accéléré, parce que ce processus est en marche. Même en plus de la sensibilisation, la formation, ces femmes ont peur. Pourquoi? Elles ont peur pour ne pas perdre leur foyer, tout et tout. Donc, vous comprenez qu'il faut toujours le soutien de leur mari. Il faut le soutien des hommes. Voilà. Encourager aussi leurs femmes. Qui ne veut pas voir sa femme députée, sa femme ministre? Mais si elle ne s'engage pas, comment elle peut être ministre ou députée? Donc, là aussi, il faut ce côté, il faut sensibiliser les hommes à soutenir ces femmes-là, à s'engager. Alors, c'est bien noté. On parle paix et sécurité, la contribution des femmes. Alors, vous êtes, je l'avais si bien mentionné, une bénévole dans le domaine de l'humanitaire. Vous avez remporté plusieurs prix, notamment Femmes battantes 2017, 2020, le trophée Pingat Kouni, tout ça. Essentiellement, qu'est-ce que vous faites dans le domaine du retour de la paix? Bon, d'abord, merci pour... merci beaucoup. Je vais vous dire d'abord pour la première question. La femme peut contribuer beaucoup à l'effort de paix pour que la paix revienne. Vous savez que les femmes sont plus avec les enfants. Donc, avec les femmes, elles peuvent arriver à convaincre leurs maris qui sont contre la patrie de déposer les armes et revenir à la raison. Elles peuvent aussi dire aux enfants aussi, ceux aussi qui se retrouvent, de laisser tomber. Voilà, la femme est capable de tout ça. Donc, elle peut beaucoup contribuer. Bon, moi, sur le terrain, nous faisons beaucoup. Comme je l'ai dit, il y a la sensibilisation qui est là. La sensibilisation et du côté des déplacés internes aussi. Et nous avons collecté beaucoup de vêtements. Dès que les déplacés internes sont venus à Ouaga, dès qu'on a appris, nous faisons partie des premières associations sur le terrain. Voilà, donc à s'engager, on est resté, et quand ils étaient dans les salles de classe, on était avec eux, et puis il fallait trouver des logements pour ces personnes-là. On a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux. Donc vous comprenez que quand ils sont arrivés à Ouaga, et bon, le gouvernement avait un peu peur, et on ne pouvait pas les reconnaître comme ça. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que bénévoles humanitaires? On dit, bon, ce sont nos frères. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des malades, des enfants qui ne partaient plus à l'école. Donc, avec les membres de l'association et d'autres bénévoles, j'ai pu convaincre ces personnes de m'accompagner sur le terrain. Et nous sommes restés presque 4 mois à leur arrivée avec eux matin, midi, soir. On rentrait que chez nous parce que juste pour dormir. On a commencé sur le site de Pazani. Vers Kamouensé, précisément, on a commencé là-bas, mais aujourd'hui, on est sur plusieurs sites. Voilà, donc c'est ce travail, il y a un travail de fond qui est fait sur le terrain. Alors, au niveau de référence, qu'est-ce que vous faites? Alors, ce que nous faisons, c'est ce travail de restauration psychosociale des femmes. Parce que les traumatismes sont énormes, ce qu'elles ont vécu avec les enfants. Elles ont les ressorts brisés.
Et nous avons développé une approche de formation communautaire parce qu'on ne peut pas avoir des psychologues pour suivre toutes ces femmes. Il n'y en a pas assez au Burkina. Et donc, il fallait innover. Et donc, nous avons des approches endogènes qui permettent à des femmes ensemble l'écoute, les histoires de vie, les projets de vie. Ça a permis à de nombreuses femmes aujourd'hui qui étaient traumatisées de se reconstruire et de se dire un avenir est encore possible et nous avons encore nos enfants, nous devons préparer leur avenir et être des actrices de paix. Et donc cette démarche aujourd'hui, nous l'expérimentons et nous sommes également dans la réinsertion socio-économique, l'autonomisation de ces femmes, parce que quand on ne travaille pas, on perd sa dignité. Nous, au plan professionnel, nous avons accompagné par exemple des femmes à développer des unités de transformation de riz, etc. Mais du jour au lendemain, dans l'Est, elles se sont retrouvées sans rien, en train de mendier, elles qui brassaient des millions et qui employaient des gens. C'était des centaines de femmes. Donc, de travailler à les accompagner, à recouvrir leur dignité, et pour moi, c'est aussi un combat que nous, les femmes, nous devons mener. Et après, il y a ces actions de solidarité, parce que nous disons que la solidarité, ce n'est pas que les ONG du Nord qui doivent le faire. Nous, les Burkinabés, nous devons nous impliquer dans la solidarité. C'est d'abord notre problème. Et donc, je dis merci à toutes les sœurs et tous les frères qui nous comprennent, parce que nous venons souvent pour demander des contributions. Et actuellement, avec un réseau plus vaste qu'on appelle les médiatrices de paix, accompagné par notre organisation, on a lancé une collecte pour Djibo, qui a mobilisé du monde. Mon réseau a pu apporter du savon à Pama, qui était des semaines durant sans une boule de savon. Et vous connaissez, pour une femme, qu'elle ne peut pas faire sa toilette pendant des semaines et des semaines. Et nous avons lutté et nous remercions les autorités qui nous ont appuyés à acheminer ce savon à Pama. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons sur le terrain. Et donc vous comprenez notre émotion quand on nous dit qu'on ne se bat pas assez, on n'est pas engagé. Et parfois on le fait sans beaucoup de soutien, avec nos ressources, avec les ressources de nos familles, de nos amis. C'est quand même quelque chose, moi je voudrais le dire. Voilà. Mais est-ce que vous estimez que justement le gouvernement fait assez pour cette cible-là précisément, parce que c'est la plus impactée en ce qui concerne les conséquences de la lutte contre le terrorisme au Burkina? On parle de plus de 22% de femmes, contrairement à 16% d'hommes. Alors, le chiffre de 22%, je dis même qu'on le minore un peu, parce qu'il y a combien d'enfants? 60% d'enfants. Oui. Et la femme, c'est son enfant. La femme, c'est son enfant. L'enfant qui souffre, la femme, elle souffre peut-être X fois plus. Donc, il faut dire 80% de la situation, de l'incidence de la situation sécuritaire est portée par les femmes. Alors, l'État fait ce qu'il peut. On a 1 700 000 personnes qu'il faut nourrir quotidiennement. C'est pas facile. L'État fait ce qu'il peut, mais sur le terrain, on voit très bien que ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi nous en appelons à la mobilisation citoyenne pour accompagner ça. Et là où nous voulons interpeller l'État, c'est par rapport à la protection. Parce qu'on a vu des femmes, la zone grise qu'on dit quand les gens arrivent, en déplacement, ils arrivent. Et le temps de l'enregistrement, c'est une période très difficile pour les femmes et les enfants. Et c'est aussi une période où les pratiques de harcèlement sont les plus fréquentes. Et donc, toute la protection des femmes, nous pensons que l'accent devrait être mis là-dessus pour que les mécanismes de plainte soient fonctionnels, pour que les communautés puissent effectivement interpeller quand il y a des écarts. Les humanitaires, c'est quelques brebis galeuses qui jettent l'opprobre sur les humanitaires, mais ces situations existent et nous avons des cas de harcèlement, nous avons des cas de violence sexuelle, nous avons des cas malheureusement aussi de prostitution. Parce que quand on fait 2 mois, 2 semaines, 3 semaines même, sans que l'enfant ne mange, je vous assure, quand on est une femme, on est prêt à beaucoup pour s'en sortir. Donc, sur ces questions de protection, nous pensons que nous pouvons faire davantage. Et sur la question de la restauration psychosociale, l'État peut faire davantage. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais vous entendre justement, parce qu'il y a quelques mois de cela, les autorités nous informaient que la menace terroriste avait un visage féminin.
Est-ce que au niveau de vos multiples actions, vous intégrez ce facteur-là, la déradicalisation? C'est vrai que ce sont des spécialistes du domaine qui s'en chargent, mais ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà quelque chose. Vous savez, les femmes sont plus vulnérables. Et donc, quand elle est délaissée, ou bien soit, et je ne sais pas, je ne vais pas donner la raison pourquoi elles se sont engagées. Voilà. Donc, c'est un exemple comme ça. Une femme qui a peut-être son enfant qui est prise en otage comme ça, et elle serait prête à tout pour ça. Donc, il y a ce volet-là qu'il faut voir aussi. Et la faim même. Tu n'as pas mangé pendant combien de temps? On arrive à facilement, une personne, comme on le dit, le président Thomas Sankara l'a dit, une personne qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, on arrive facilement à t'abobiner. Et c'est comme ça que peut-être ils arrivent à avoir ces femmes-là. Voilà. Alors nous pensons qu'il faut beaucoup de prévention déjà pour que les femmes puissent repérer à quel moment même les enfants commencent à se radicaliser et quelle attitude tenir. Et elles-mêmes, comment elles peuvent se prémunir de la radicalisation. Je pense qu'on n'a pas assez fait en amont dans la prévention. Et il faudrait voir qu'il y a plusieurs situations. On a des zones actuellement qui sont sous emprise. Et vous savez, les femmes, parfois, elles ne peuvent pas partir parce qu'il y a des personnes vulnérables qui ne peuvent pas supporter le déplacement. Les femmes sont là. Elles doivent vivre, faire vivre les familles. Qu'est-ce qu'elles font face à ces groupes terroristes? Elles sont à leur merci. Elles sont obligées d'obéir parfois. Je ne dis pas que certaines ne sont pas radicalisées par volonté. Voilà, ça je ne le dis pas, mais je dis regardons très bien. Il y a des situations où les femmes sont dans des contextes où déjà toute la population est sous emprise et sont à la merci de ces personnes. Et il y a également des situations où, quand ces terroristes arrivent dans des zones, ils imposent que les familles leur donnent des jeunes. Et les femmes peuvent avoir leurs enfants clairement engagés contre leur volonté dans ces groupes. Donc, ayons une analyse très fine pour spécifier les situations et voir comment on agit dans chacune de ces situations-là. Mais qu'à cela nous tienne, le fait est là, des femmes qui s'attaquent à Burkinabé, c'est un fait. Et c'est même très grave. Et quand on veut voir le degré d'un conflit, il faut voir quel est le niveau d'implication des femmes dans ce conflit. Parce que la femme, naturellement, c'est celle qui va travailler à la paix, à la cohésion, à ramener les gens ensemble. Et quand elle arrive à s'engager dans un conflit, ça veut dire qu'on atteint un niveau assez grave. Et comme je le dis, on n'a pas assez fait dans la protection des populations, on n'a pas assez fait dans la prévention, dans la sensibilisation. Et on aurait pu éviter beaucoup de cas de radicalisation ou d'accompagnement de ces groupes-là par des femmes si on avait bien travaillé en amont sur la prévention. Souvent, il faut être sur le terrain pour comprendre certaines femmes. Et moi, souvent, quand on échange avec elles, quand elles expliquent des choses, tu essaies de te mettre à leur place. Tu essaies de te mettre à leur place. Partagez avec nous quelques confidences faites. Par exemple, la femme, elles disent que souvent, quand ils arrivent comme ça, ils ont affaire qu'aux hommes. Voilà, ils ont affaire qu'aux hommes. Elles sont obligées de cacher leur mari. Elles sont obligées de cacher leur mari, même percer les oreilles des enfants, faire croire que des jeunes garçons, faire croire que c'est des filles ou habiller ces jeunes garçons en filles. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de choses, je ne sais pas si je peux me permettre sur le plateau de détailler certaines choses. Voilà. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. Voilà. Alors, on retient donc justement que les femmes jouent un grand rôle dans le retour à la paix, mais on a également vu ces exemples de femmes déplacées internes qui sont parvenues à se relever, comme on le dit si bien, qui ont mis en place avec l'appui de l'État
à travers les cash-monnaies ou même le financement de certains projets qui ont pu reprendre quelques activités en main, notamment l'agriculture, l'élevage ou même mettre en place des petits commerces pour pouvoir subvenir à leur famille. Et ce sont des exemples qu'il faut encourager, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce qu'il a fallu aussi changer d'approche. On est parti avec une approche d'assistance dès le départ, des cash, des vivres. On a vu que ces approches ont leurs limites. Et de plus en plus, on parle du nexus humanitaire, développement et paix. Ce qui permet, pendant qu'on fait l'humanitaire, de préparer les personnes après l'urgence passée, 2-3 mois. Quand ils viennent, ils ont le temps de s'installer, de comprendre le contexte. On enclenche avec le développement. Et le développement, c'est vraiment ces activités économiques qu'elles peuvent mener. Elles ont besoin de formation, parce qu'elles peut-être elles peuvent plus faire ce qu'elles faisaient avant. Elles ont besoin de récapitaliser leurs moyens de production. Et donc, de plus en plus, on est vraiment sur ce triple nexus humanitaire, développement et paix. Paix, pourquoi? Parce qu'elles arrivent dans un contexte qu'elles ne connaissent pas. Et les autochtones, les résidents peuvent aussi sentir certaines frustrations par rapport à l'aide qui est donnée, par rapport aux équipements qui manquent, parce qu'au bord des fontaines, on a une plus forte pression. Au niveau des moulins, on a une plus forte pression. Donc, elles peuvent subir des paroles assez vexantes aussi. Voilà. Et donc, ça, c'est des sources de conflits. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on associe au nexus humanitaire développement, on associe la cohésion. Et donc ça permet vraiment de faciliter la réinsertion de ces femmes, à la fois au niveau social, mais aussi au niveau économique. Et nous encourageons l'État à continuer, et les partenaires à continuer dans cette perspective. Qu'on n'ait plus de programme humanitaire sans cette connexion avec le développement, sans cette connexion avec la paix, avec la cohésion. Alors, actuellement, vous continuez vos œuvres humanitaires, n'est-ce pas? Oui. Et actuellement, l'association Ouaga Abidjan Fraternité est comme un pont entre ces déplacés internes de Ouagadougou et les personnes de bonne volonté, les ONG et les associations. Il y a des gens qui veulent faire des dons. Ben, ils savent déjà que nous sommes sur le terrain. On a commencé dès le début. Donc, ils savent que nous sommes sur le terrain, ils savent de quoi nous sommes capables et ce que nous avons déjà fait. Est-ce que vous déployez à l'intérieur des localités pour venir en aide à ces personnes? Nous, c'est plus à Ouaga. Nous, c'est plus à Ouaga. On fait les moyens de bord, comme je vous ai dit. Dès le début, c'est les personnes de bonne volonté. C'est les réseaux sociaux qui nous ont aidés, les partages sur les réseaux sociaux. Voilà. Et les médias aussi. Voilà. Merci à Burkina Faso aussi qui est venu pour des reportages là-bas aussi. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et dans un premier temps, c'était la collecte des vêtements parce qu'il y avait une urgence. Ils sont venus sans rien, je vous dis. Donc on collectait des vêtements pour eux. Et après, il fallait se pencher sur l'éducation des enfants. On s'est battu aussi pour cela. Des enfants sont allés à l'école. Maintenant, on a pensé. Et on ne va pas rester là tout le temps à leur donner. Il faut les apprendre à pêcher le poisson. Donc, on est passé à la phase formation avec la collaboration aussi d'autres partenaires, voilà, d'autres associations. Donc, le combat continue. Mais à ce jour, combien de femmes vous avez pu outiller? Vous avez un chiffre? Je n'ai pas un chiffre. Je n'ai pas un chiffre. On a à peu près 8, non plus. Plus. Si je veux donner un chiffre, voilà, bon, à Pazani, je ne sais pas combien. Pazani, aujourd'hui, on se retrouve avec 3 sites à Pazani. Il y a Pazani 1 qu'on a nommé, où on a commencé. Il y a Pazani 2, ils sont un peu devant. Et nous avons responsabilisé des gens. Entre eux, c'est eux, ils se connaissent plus. Donc, il y a un responsable. Donc, quand quelqu'un veut faire un don, quand il nous contacte, on donne le numéro des responsables pour que, voilà, on leur indique où ils peuvent aller. On essaie de guider les gens aussi. Voilà, une coordination. Voilà. Alors, c'est véritablement nécessaire. Je reviens à Gifty Nar. Actuellement, le pays est en crise. On le dit tous. Ce sont les
les propositions individuelles et qui forment un collectif qui peuvent peut-être nous permettre de sortir de l'ornière dans lequel on demeure depuis des années. Et la femme a un rôle important à jouer, encore vous le précisez. Tout à fait. Alors, le rôle de la femme justement au développement, et cela peut passer, pas au développement autant pour moi, au retour de la sécurité, cela peut passer également par le renseignement. Comme vous l'avez dit, les femmes sont les plus nombreuses et elles peuvent beaucoup contribuer dans ce domaine-là parce que détenir le renseignement, c'est assez important dans la lutte qui se mène actuellement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le renseignement, je pense que ça se fait. Je ne suis pas dans le secret des dieux en la matière, mais je pense que ça se fait assez. Maintenant, il ne faut pas le dire, il ne faut pas mettre la vie des femmes en danger, parce qu'aujourd'hui, quand même, elles sont tolérées. Elles sont tolérées et il ne faudrait pas qu'on donne le sentiment qu'elles sont dans l'espionnage et elles vont être sous le coup du camp en face. Et là, on n'a plus de repères, on perd toute stabilité sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on se dit encore les femmes, elles arrivent à être là, s'occuper des enfants, des personnes vulnérables. Donc, nous devons être très stratèges, voilà, dans la gestion de ces aspects-là. Et il faut dire aussi que souvent, on oublie que le terrorisme se nourrit des conflits communautaires. Et aujourd'hui, les femmes jouent un grand rôle. Moi, je connais une région, enfin une localité où le terrorisme est fortement nourri par des conflits entre 3 communautés. Et les femmes de ces 3 communautés ont décidé de s'associer et de faire de la médiation. Mais ça, c'est un rôle important qu'elles peuvent jouer. Elles disent non, ce n'est pas en augmentant le nombre de combattants de part et d'autre qu'on va régler le problème. Tant que l'apaisement ne se fait pas au niveau de ces 3 communautés, la guerre va se poursuivre. Donc, écoutons aussi ce que les femmes ont à dire. Elles ont aussi des solutions, elles ont aussi leurs solutions. Et donc, écoutons. On les attend peut-être là où parfois elles ne sont pas. Oui. On a vu des femmes sont relais VDP, c'est un acte aussi patriotique qui a été salué par tous. Exactement, exactement. Mais je veux parler du renseignement, elles peuvent être aussi utiles ailleurs. Voilà, donc explorons, surtout écoutons-les. Moi j'étais dans le comité des experts de la réconciliation et j'avais demandé à l'ancien ministre d'État, quand il parlait des comités locaux de dialogue, j'ai dit, mais Monsieur le ministre d'État, quelle est la place des femmes dans ces comités? Mais très peu. En fait, les gens n'y avaient pas pensé. Donc, on perd beaucoup d'opportunités. On perd beaucoup d'opportunités. Et même au niveau des Nations Unies, on reconnaît que quand les femmes s'impliquent dans la médiation, dans la paix, les résultats sont plus probants. Donc, écoutons-les plus et donnons-leur l'espace d'agir pour la paix. Justement, les femmes VDP, Zena Bouzongo, on en a vu quelques-unes quand même qui ont eu ce courage-là d'aller se faire enrôler. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce... Voilà, exactement. C'est pas donné à tout le monde. Et ces femmes sont encouragées. Ces femmes sont vraiment encouragées. Je pense qu'elles pourront donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles vont apporter beaucoup. Donc, déjà, mes félicitations à toutes ces femmes. Donc, le rôle de la femme, c'est pas la cuisine, comme on non, aime le dire. Non. C'est pas la cuisine seulement. La femme est utile partout. Voilà. Moi, je veux dire que ça ne m'étonne pas que des femmes s'enrôlent VDP. On a des femmes dans l'armée, on a des femmes dans la gendarmerie, dans la police. Donc, bon, quand on nous renvoie à nos casseroles, on veut bien, mais on fait plus que ça, quoi. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. Je reste avec vous. La femme, un pilier au développement au Burkina Faso. Vous êtes d'avis? Oui. La femme est... Moi, je pense que si on soutient la femme, on verra que la femme va se relever et se donner et apporter un plus à ce pays. C'est parce qu'on n'est pas assez mise en avant que tout ceci se passe.
tout ce qui s'est dit, et si on laisse la place à la femme de vraiment de prouver et d'accepter que ce soit la femme, si elle mérite, il faut la mettre là-bas. Voilà, je pense que la femme peut apporter beaucoup. La preuve en est, et ma soeur est là, tout ce que nous faisons sur le terrain, on ne se lance pas des fleurs. Ceux qui le savent, ceux qui regardent, ils le savent, ils nous ont vus sur le terrain, ils pourront témoigner. Donc, la femme n'est pas... Voilà, au second mot. Un mot de fin, impliquer la femme davantage dans la résolution de la crise sécuritaire et écouter encore plus les femmes, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai un mot d'exhortation vis-à-vis des hommes, surtout. Je leur dis qu'on n'est pas en conflit, on est en complémentarité, on opère ensemble pour un bien-être commun. Le bien-être de la femme n'existe pas sans celui de l'homme. Et quand on parle de genre ou des droits des femmes, on passe loin. On oublie la femme qu'on a chez soi, on oublie la maman qu'on a chez soi et qu'on aime, qu'on chérit, on oublie la petite fille qu'on a chez soi. On espère que l'État va lui donner, la nation va lui donner toutes les opportunités de s'épanouir. Donc, sortons des concepts et regardons-nous et disons-nous que c'est pour nous. Si la femme s'épanouit, elle apporte plus à l'État, elle apporte plus à la nation, elle apporte plus à l'homme. Et les couples, l'analyse a montré que les couples où cette coopération homme-femme est réelle, c'est des couples qui réussissent le plus. Voilà. Parce qu'on fédère les énergies, on fédère les intelligences et on fédère nos atouts. Et ces atouts sont souvent différents, mais complémentaires. Alors je dis merci à Giftina Guiela, qui est présidente de référence et représentante du cadre d'initiative des coalitions et organisations féminines. Merci d'être venue et d'avoir enrichi ces échanges avec vos analyses. Merci, Vanessa. Nous disons également merci à Zenabou Zongo, présidente de l'association OAF, coordonnatrice adjointe des associations en droit et civisme de Ouagadougou. Je m'arrête là, la liste elle est bien longue. Merci donc d'être venu et d'avoir également contribué à faire rayonner l'image de la femme au Burkina. Téléspectateurs de la chaîne d'information Burkina Info, nous sommes au terme de ce numéro du 100% Info. Merci pour votre attention et constante fidélité à nos programmes.